Et bonjour à vous qui consommerez cette séance inaugurale à travers cet écran dans sa version audiovisuelle. Alors, en préambule, Vincent Gobin, historien du droit, 19e, attaché de recherche et d'enseignement dans cette maison depuis quelques années maintenant et surtout très heureux de faire votre connaissance puisque j'aurai l'insigne honneur et le très grand privilège d'être votre chargé de TD en histoire du droit tout au long de nos séances qui seront donc annuelles et bi-hebdomadaires à l'exception notoire de cette séance précise puisque vous l'aurez noté, notre rentrée s'effectue avec une semaine de décalage et c'est entièrement ma faute. Je vous en présente mes plus humbles excuses que vous acceptez et je vous en remercie. J'étais retenu la semaine dernière au centre Assas pour une leçon d'agrégation sur 2 jours. Ça n'aura pas vocation à se reproduire. Donc la semaine prochaine, chose exceptionnelle, on se voit 2 fois de suite. Donc mercredi dans cette même salle Portalis. On a eu une promotion en termes de salle d'ailleurs, c'est mieux que la salle Hermont-Salais l'année dernière. Et à partir de là, on évoluera de 15 en 15 sur notre rythme de 15 jours en 15 jours à raison de 5 séances au premier semestre et 5 séances également au second. Quelques modalités logistiques en quelque sorte de ce TD. Tout d'abord pour vous dire qu'il a cela de particulier qu'il représente une matière à part entière qui n'a pas vocation à se compenser et à s'articuler sur le plan administratif au CM d'histoire du droit qui vous est dispensé en amphithéâtre par la voix du professeur Condette-Marquand. Ce sont 2 matières à part entière tout à fait distinctes sur le plan de la notation. De ce fait, il est tout à fait possible de valider le CM avec 13 et de ne pas valider, entrez, je vous en prie, de ne pas valider le TD avec 9. Les deux ne se compensent pas davantage que le TD d'anglais avec le CM de droit constit. Et d'ailleurs, sur le plan pédagogique, nous n'allons pas nécessairement mettre notre travail ici en atelier, en travaux dirigés, en atelier méthodologique, au service du partiel d'histoire du droit. Nous allons travailler ensemble le commentaire de texte, et vous n'aurez pas nécessairement un commentaire de texte en partiel d'histoire du droit. En tout cas, je n'en suis pas le maître, cela relève de la juridiction du professeur Condette-Marquand. Raison pour laquelle vous ne devrez jamais être anxieux de remarquer que dans d'autres TD, dans d'autres groupes, avec d'autres collègues, on interagit différemment, ils travailleront tous le commentaire, mais sans doute sur des méthodologies différentes. Peu importe, puisque 100% de votre moyenne de cette matière qu'est le TD d'histoire du droit tiendra seulement à notre contrôle continu, toutes les compositions que vous me rendrez dans cette salle. Et n'étant pas un garçon très inventif, de toute façon, ce que je fais avec vous, je le fais à l'identique avec les 325 de vos camarades que j'ai dans les 9 autres groupes. S'agissant des groupes d'ailleurs, si vous souhaitez changer d'horaire, à savoir changer de groupe, sachez malheureusement que par principe, cela n'est pas possible. Mais tout principe connaissant son exception, si vous vous trouvez dans une situation tout à fait spécifique pour des raisons de travail ou de santé essentiellement, il vous est loisible de prendre contact avec l'administration pour obtenir leur aval afin de changer de groupe. Dans ce cas, il s'agira de me transférer le mail de l'administration apportant cette réponse positive et de mon côté, je pourrai à ce moment-là en prendre acte, c'est-à-dire vous libérer de mes tableurs pour que vous puissiez intégrer un autre groupe. Sur ce point, ne devenez pas un étudiant fantôme dont on ne saura plus en cours d'année à quel groupe il appartient. Autre chose, toujours au rayon des modalités les plus prosaïques, les compositions que vous devrez me rendre et que l'on va détailler dans le cours de la séance devront l'être en version manuscrite sur ce bureau en début d'heure, tant que durera le présentiel, ce qu'il est de bon ton d'espérer sur l'ensemble de l'année, du moins on y croit. Copie sur le bureau en début d'heure et en version manuscrite. Pas par mail, pas dans mon casier, je ne sais même pas où est-ce qu'il est mon casier, pas par la main d'un camarade d'un autre groupe, pas dans ma boîte aux lettres, pas sous mon oreiller, sur le bureau en début d'heure et en version manuscrite. De la même façon, les ordinateurs ne sont pas conviés en travaux dirigés. Exception faite naturellement pour les quelques étudiants qui pourraient se prévaloir d'une dispense à ce sujet pour des raisons, là encore, médicales. Autre chose, et pour finir à ce chapitre, cette adresse mail créée à l'attention de mes étudiants et que je vous demande de noter en minuscule et tout attaché, vgobin.hd pour histoire du droit bien sûr,
vgobin.hd, donc VGOBIN, VGOBIN tout en minuscule et tout attaché, .hd@gmail.com. Une adresse à laquelle je vous demande de bien vouloir m'adresser dès aujourd'hui, parce que sinon vous allez oublier, un message blanc, c'est-à-dire sans contenu, ne vous dispersez pas en formule d'usage inutile, avec simplement comme objet L1-G7, puisque vous faites ici partie du groupe numéro 7, et pour les autres, G quelque chose en fonction de votre groupe, / nom, virgule, prénom. L1G numéro, groupe 7 en l'occurrence pour vous, / nom et prénom. Sans aucun contenu. Et depuis l'adresse mail qui vous est la plus familière. Qu'importe que ce ne soit pas nécessairement celle de Paris 2. Si c'est l'adresse mail que vous avez créée sur InCreditMail en 5e dans le cours de techno de M. Godet, ça me va très bien, peu importe. Il suffit que ce soit une adresse qui vous soit particulièrement accessible, celle que vous surveillez le plus souvent. Car, en cas de malheur, si jamais le distanciel nous rattrapait, il faudrait qu'il y ait entre nous ce fil de sécurité, en quelque sorte, qui me permette de vous adresser la notice de fonctionnement de notre suivi numérique. D'où l'utilité pour moi et l'impérieuse nécessité de me constituer une sorte de catalogue, de liste de mailing qui soit particulièrement opérationnelle. Si on s'est envoyé un message, c'est que ça fonctionne. Vous recevrez toujours de ma part un accusé de réception dans les 24 heures, que ce soit pour ce message blanc ou pour tous ceux qui devraient s'en suivre. Dernière précision enfin, je fais l'appel en classe, vous l'avez noté. En revanche, j'ai fait l'appel juste avant de prendre l'antenne pour vous. En termes d'absence, nous n'avons pas de quota. Il n'y a pas un nombre d'absences, de 2 ou de 3 absences, au terme duquel le candidat serait éliminé du jeu, pour reprendre une expression en vogue. Donc, vous pouvez très bien avoir plus de 2 ou 3 absences et ne pas être pour autant défaillant. Il n'y a pas cette sanction administrative immédiate. Pour autant, bien sûr, si vous n'êtes pas présent, vous ne rendez pas de composition et ça se ressentira nécessairement dans vos résultats. Vous allez voir les compositions que vous devrez produire. Mais c'est la raison pour laquelle vous n'aurez jamais à me justifier vos absences. D'abord, je n'ai aucun droit de vous demander de vous justifier, vous êtes parfaitement libre de ne pas venir tout comme de partir, on n'est pas séquestré en salle Portalis. Et de toute façon, ça ne changera absolument rien au fait que je doive signaler votre absence, qui apparaîtra sur votre dossier pour ceux qui seront délibérables. Si vous n'êtes pas là, vous êtes absent, même si l'absence est justifiée. Je ne peux pas modifier cette observation du fait que vous n'étiez pas présent en salle Portalis à telle heure, le mardi ou le mercredi. Parce que si dans le même temps, vous étiez en train de braquer une bijouterie ou de vous faire renverser par un 35 tonnes, ceci étant, je vous souhaite le meilleur, il ne faudrait pas que vous ayez un papier d'un fonctionnaire de l'État observant le contraire et disant que vous étiez là alors que vous ne l'étiez pas. Donc très simplement, oubliez ces justificatifs, soyez présent autant que vous le pouvez et ne vous inquiétez pas d'une sanction si d'aventure vous n'êtes pas présent. L'ensemble étant placé, et à moins qu'il y ait des questions sur ces premières considérations, la suite arrive à grands pas avec précisément le contenu de nos travaux dirigés, c'est-à-dire de cet atelier méthodologique au sein duquel nous allons déployer le savoir-faire estudiantin. Ce savoir-faire qui caractérise le métier de l'étudiant, parce qu'être étudiant, c'est un métier. Et ce savoir-faire, on va le déployer sur le support de savoir, les connaissances dures, qui vous sont communiquées en amphithéâtre par le professeur Condette Martin. Alors précisément, le savoir-faire en question gravite autour de 3 axes, que sont premièrement savoir apprendre, deuxièmement savoir comprendre, et troisièmement savoir restituer. Voici les 3 compétences, apprendre, comprendre et restituer, que l'on attend d'un étudiant de première année, et en vue desquelles on va mobiliser un certain nombre de techniques. D'abord et avant tout, savoir apprendre.
La préparation personnelle de votre fiche de TD commence naturellement par la découverte des documents. Ces plaquettes qui sont disponibles là sur le bureau et qui le seront encore dans le local de Fréteau pendant quelques jours, je pense. Donc, premier réflexe, naturellement, ça ne doit pas vous surprendre, prendre connaissance des documents au cours d'une première lecture d'une vingtaine de minutes. Immédiatement, le réflexe à avoir, c'est de s'en référer au cours pour aller repérer dans vos notes de cours magistral les passages qui correspondent aux documents. Sachant que la fiche de TD a été élaborée par le professeur Colette Marquand elle-même, ce qui souligne bien la connexité de fond entre les deux, outre la complémentarité de forme avec le savoir d'un côté et le savoir-faire de l'autre. Mais ce cours, il ne va pas être suffisant de simplement le consulter, de seulement le relire, voire de le surligner, et pas non plus de le recopier, ce qui serait surabondant. Ce sont des approches qui, sans vouloir faire offense à ceux que vous étiez jusqu'au mois de juin dernier, relèvent d'une certaine forme d'amateurisme. L'étudiant qui connaît son métier agit tout à fait différemment avec beaucoup plus de méthode en commençant par recenser ce que l'on appelle les éléments substantiels de connaissance. Les éléments substantiels de connaissance, c'est un jargon de correcteur, ce sont les éléments sur lesquels sont prévus les points dans les barèmes. Et ces éléments que vous allez devoir repérer non seulement dans les documents, mais aussi dans le cours, dans vos notes de cours, on les repère beaucoup plus facilement lorsqu'on connaît leur forme, et précisément en histoire du droit, ils sont de 5 formes que voici. Première forme d'éléments substantiels de connaissance, les faits historiques. On relève tout d'abord les faits historiques, ce qui s'est passé dans l'histoire, quel événement et à quelle date. Donc les faits historiques, accompagnés bien sûr de leur date. Ensuite, et sans préséance particulière, on relève aussi les personnages, accompagnés éventuellement de leur titre, quelquefois ça s'impose, mais surtout du rôle qu'ils ont tenu dans l'histoire. Donc les personnages avec titre et surtout rôle. Troisième type d'éléments substantiels de connaissance, les normes. Les normes avec leurs intitulés, c'est-à-dire les décrets, les ordonnances, les lois et autres constitutions, que sais-je, que nous verrons ensemble et que vous aborderez en amphithéâtre. Les faits historiques, les personnages, les normes. Viennent ensuite, bien sûr, les concepts de droit, les notions, qu'il faut pouvoir faire suivre de leur définition. Évidemment, si on mobilise un concept, encore faut-il pouvoir le définir. Donc, les concepts de droit accompagnés de leur définition. Et enfin, les auteurs, avec quelquefois un ouvrage majeur qu'ils ont commis, mais avec surtout le courant doctrinal, le mouvement de pensée auquel l'auteur appartient. Auteur avec son ouvrage majeur et en tout cas son courant de pensée. Voilà les 5 types d'ESC, d'éléments substantiels de connaissance, que vous aurez recensés aussi bien dans le cours que dans les documents. À ce stade, vous aurez donc tout un paysage d'éléments substantiels de connaissance qui valent des points dans les copies, ça on en est sûr, mais encore faut-il pouvoir les organiser de manière logique, pour les retenir, pour s'en faire un bagage de connaissances exploitable. Et c'est à ce stade qu'intervient ce que l'on appelle la fiche de synthèse. La fiche de synthèse consiste très simplement à organiser ces éléments substantiels de connaissance sur le papier, de manière logique et surtout visuelle. Rassurez-moi, vous n'êtes pas en train de prendre le TD sur un portable? Si. Je ne sais pas ce qui m'aurait inquiété le plus, que vous me répondiez non, pas du tout, j'envoie des SMS, ou que vous me disiez si, je le prends sur un portable.
Si vous n'avez pas de papier, bien sûr, vous pouvez utiliser exceptionnellement pour aujourd'hui votre ordinateur. Hein. C'est pas mieux de le prendre sur le téléphone et je pense que c'est beaucoup plus laborieux. Donc, à titre exceptionnel, on va dire qu'on accepte l'ordi. Comprenez bien que ce sont les écrans hein, qui sont par principe redoutés et pas les ordis en particulier. J'ai pas d'action chez Huawei, je cherche pas à placer les portables en interdisant les ordinateurs, mais à partir de la fois prochaine, ce sera donc du papier. Et c'est sur ce papier précisément qu'il vous faudra mettre en forme vos fiches de synthèse. Alors peut-être apercevez-vous d'une certaine façon dans ce miroir de la fiche de synthèse le spectre de ce qu'on vous a présenté dans le secondaire comme la sempiternelle fiche de révision. Je ne sais pas si on vous en parle encore, à mon époque, pas si lointaine, on en parlait abondamment. Et à titre personnel, j'ai jamais eu un seul étudiant dans le secondaire pour prendre un quart d'heure au tableau, m'expliquer ce que c'est qu'une fiche de révision. J'en venais même à me demander s'ils savaient les faire eux-mêmes. Évidemment, ça devient suspect. Rassurez-vous, de mon côté, j'ai pas ce problème. Donc, a priori, nous travaillerons les fiches de synthèse, y compris en séance, et je vous en montrerai des exemples au tableau, à chaque séance, parce que c'est typiquement le genre de choses que l'on ne peut pas tellement expliquer autrement qu'en le faisant très concrètement et en faisant apparaître l'orfèvrerie dans le détail. Ça peut prendre différentes formes. Un tableau, une frise chronologique, un schéma, ou plus largement cette présentation visuelle que dans le monde de l'entreprise, on appelle volontiers une carte mentale. On verra ça ensemble, vous allez tâtonner de votre côté, ça va s'affiner de semaine en semaine, et du mien, je vous en montrerai non pas des modèles, je n'ai pas cette prétention, mais du moins des illustrations. Simplement, pour vous en donner une approche globale et pour que vous puissiez vous y essayer dès la séance prochaine, je vous inviterai à imaginer la situation dans laquelle on vous demanderait de faire un topo, un laïus, un résumé, une présentation générale sur les éléments substantiels émergents des documents et du cours à un autre groupe qui n'aurait pas lu les documents et qui n'aurait pas eu le cours. Et on vous dirait pendant les 10 minutes de votre présentation, vous avez droit simplement d'avoir sous les yeux une page. Et sur cette page devront figurer les éléments substantiels. Eh bien cette page, cette feuille recto, en général au format paysage parce qu'on a plus de place comme ça, c'est votre fiche de synthèse. Et c'est ce qui permet à l'étudiant qui maîtrise ce segment du métier de se présenter à l'examen et au bout de 5 minutes après la découverte du sujet, d'avoir déjà retranscrit à main levée sur l'une de ces deux feuilles de brouillon toute sa fiche de synthèse sur la question. Fiche de synthèse qu'il est très facile d'apprendre par cœur, puisque c'est vous-même qui l'a créée, ça imprime beaucoup mieux dans la mémoire. Et à partir de ce moment-là, au bout de 5 minutes, vous avez sous les yeux tous les éléments substantiels sur lesquels sont prévues les connaissances dans le barème. Autrement dit, ça s'annonce très bien. Et c'est aussi ce qui doit vous permettre d'aborder avec beaucoup plus de sérénité, parce que, bien sûr, la méthodologie, elle peut être au service de plusieurs matières, au-delà des cloisons de l'emploi du temps, d'aborder avec sérénité les matières sans TD que vous aurez peut-être laissé un tantinet de côté durant le semestre. Et vous vous retrouverez peut-être, et même sûrement, avec 73 pages d'ordinateur rédigées en Time New Roman taille 12, durant la césure hivernale, à réviser en vue du partiel. Et là, le bon étudiant, c'est celui qui peut se dire, pas de problème, on est mercredi après-midi, allez, samedi matin, mes 72 pages d'ordi m'auront donné 6 feuilles recto au format paysage. J'aurai 2 tableaux, 2 schémas, une frise et une carte mentale. Et il y aura tout dessus. Et ensuite, je bachoterai ça les 2 derniers soirs avant l'examen. Je le mémoriserai très facilement parce que je l'ai créé moi-même. Et du coup, je serai à jour de mes révisions. J'aurai le niveau d'apprentissage requis. C'est notre premier axe que l'on va travailler ensemble. Savoir apprendre. Deuxième axe de compétences. Cette fois-ci, savoir comprendre. Comprendre le document par soi-même et surtout savoir le faire parler, autrement dit savoir en parler. Dépasser cette situation dans laquelle on se dit, on me demande de parler sur le document, et pour moi le document, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ce qu'il y a marqué, tout simplement. Je ne peux rien inventer d'autre. Et c'est la même situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver quand au moment de la correction, vous vous rendez compte que ce que l'enseignant signale comme étant les connaissances attendues, finalement, vous le saviez. Je le savais, ça, je l'avais révisé, seulement voilà, j'ai pas su le replacer. Et bien précisément, replacer les connaissances,
les convoquer à bon escient, c'est aussi une technique qui permet d'y arriver à coup sûr et que l'on travaille avec cet outil que l'on appellera le tableau de compréhension documentaire. Tableau de compréhension documentaire qui nous permet de convoquer nos connaissances, celles-là même qui émergent des fiches de synthèse qui nous permettent de les organiser, et de les convoquer au regard d'un document, aux endroits où ce sera le plus utile. On le travaillera constamment là encore, et je n'en dis pas plus pour l'instant, puisque je vais avoir l'opportunité de le détailler tout à l'heure, au stade du brouillon de commentaires de texte, dont le tableau de compréhension fait partie. Je m'en tiens donc là, en ce qui concerne le savoir comprendre. Et troisième axe, savoir restituer. Savoir restituer à l'écrit, au travers donc de l'exercice rédactionnel. Parce que, contrairement à l'image qui est peut-être ressortie de vos études dans le secondaire, la rédaction, en tout cas la rédaction juridique, ce n'est jamais un long fleuve de 6 ou 8 pages dont on ne voit pas la ligne d'horizon et sur lequel chaque ligne écrite est un coup de pagaie supplémentaire qui nous rapproche un peu plus de la destination finale, à laquelle on a hâte d'arriver. Telle n'est pas la vocation de la composition juridique, quelle qu'elle soit. Et si vous vous retrouvez perdu au milieu de votre 3e page, à ne plus savoir du tout où vous en êtes, mais en vous disant, quoi qu'il arrive, j'écris, parce que d'abord c'est ce qu'on me demande, comme ça on ne pourra pas me dire que j'ai rien fait, et en plus de ça, une ligne d'écrite, c'est une ligne de gagné. Donc j'écris par principe. J'écris sans savoir où j'en suis, j'écris quitte à me contredire, quitte à me répéter, quitte à digresser et faire du hors-sujet, mais quoi qu'il arrive, j'écris. Je suis au milieu d'un flou informe, mais je continue. Là encore, c'est un réflexe relativement amateur. Et à l'inverse, l'étudiant professionnel que vous serez devenu d'ici quelques semaines sera celui qui connaît son métier à l'égal du garagiste, qui connaît son métier lorsqu'il débarque dans son garage le matin et qui sait très bien comment il va s'y prendre pour démonter le moteur. Il ne se demande pas s'il va être inspiré. Comme un étudiant qui pourrait se dire quelquefois en sortant de l'examen, j'ai été bien inspiré pour mon grand 1. Par contre, le grand 2, je n'avais pas d'inspiration du tout. Le garagiste ne se dit jamais ça. Pour la 2e partie du moteur, après le joint de culage, j'étais plus du tout inspiré. Il n'a pas besoin de fixer le mur du garage comme on peut parfois fixer le plafond de l'amphi. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Il a sa routine et il fait toujours pareil. C'est son métier. Et c'est ce que l'on va voir à travers la méthodologie du commentaire. Et vous allez très vite vous apercevoir, dès aujourd'hui d'ailleurs, que le commentaire, ce ne sont pas 6 ou 8 pages informes et interminables, mais plutôt un enchaînement de petites rubriques bien précises, d'1 à 3 phrases, pour lesquelles vous saurez quoi dire, et vous aurez vu des exemples de la manière de le dire. Donc vous saurez toujours sur ce parcours très précisément où vous en êtes et ce qu'il faut faire. Et là-dessus, l'effort d'ouverture d'esprit que je vous demande de me faire la confiance de bien vouloir concéder, c'est de ne pas recevoir cette méthodologie comme un corpus d'obstacles supplémentaires en se disant déjà je n'aimais pas tellement rédiger quand je pouvais faire ce que je faisais, ce que je voulais, mais là en plus il va falloir respecter un cadre très orthodoxe, ça va être encore plus compliqué. Mais au contraire, de voir ça comme un confort et je dirais même comme une sécurité. De se dire je saurai toujours où j'en suis et on va m'apprendre à le faire. Voilà ce que sera pour nous l'approche de cette composition juridique qu'est le commentaire de texte. Et pour assimiler cette méthodologie, on n'essaiera pas de la gober en une seule fois, je ne vais donc pas vous l'expliquer d'un seul tenant aujourd'hui. On va plutôt la travailler en fractionné, c'est-à-dire morceau par morceau, sur le calendrier que voici. Un calendrier qui commence donc à la séance du jour, séance numéro 1, où l'on ne compose pas encore, bien sûr, je la referai celle-là pour ceux qui suivent, où l'on ne compose pas encore, mais où je vais déjà avoir le loisir de vous présenter le brouillon et l'intro. On va en placer la mécanique aujourd'hui de ce brouillon et de cette intro, de sorte à pouvoir faire ensuite tourner la machine en séance 2 et en séance 3. La semaine prochaine, on travaille encore le brouillon et l'intro.
Et la semaine suivante, enfin 15 jours plus tard, plus exactement, en séance 3, le brouillon et l'intro également. Vous ne verrez rien du tableau ici, mais suivez la version acoustique. En séance 3, je vous présenterai le modèle de composition suivante, répondant à un nouveau tronçon méthodologique. Et il s'agira pour la séance 4 du plan détaillé. Plan détaillé que nous ferons tourner à nouveau en séance numéro 5. Et là-dessus s'achèvera notre premier semestre. Courant février, lorsque nous nous reverrons en séance numéro 6, nous attaquerons un nouveau type de composition, un autre tronçon méthodologique, que sera le corps de commentaire. Entendez par là la rédaction de l'intérieur des sous-parties, ce qui fait le corps de votre rédaction. Séance 6 et de fait séance 7, toujours le même rythme, le corps de commentaire. On se focalise sur un tronçon méthodologique en particulier, on va au bout, on le démontre entièrement, on le démonte dans son orfèvrerie, bien en détail, et après on passe à la suite. Séance 8 et séance 9, il sera temps pour nous de tout revérifier. Une fois que nous nous serons appesantis sur chaque segment en particulier, il faudra vérifier qu'on est capable de tout gérer en même temps. Et ça prendra la forme d'une composition intégrale, à la fois en séance 8 et en séance 9. Aucune production n'est prévue pour la séance 10, tout simplement parce que je n'aurai pas la possibilité de vous les rendre. Nous serons là en fin d'année, au mois d'avril. Nous consacrerons donc la séance 10 à des révisions diverses et variées. Et ce calendrier de progression méthodologique en fractionné appelle naturellement un calendrier de notation. J'attends donc de votre part, et sans grande surprise, une composition de chaque type. C'est-à-dire, pour commencer, une composition de brouillon et intro, que vous allez pouvoir me rendre soit à la séance numéro 2, semaine prochaine, soit à la séance numéro 3, 15 jours plus tard. J'attendrai également, dans la deuxième moitié du semestre, un plan détaillé à me rendre en séance 4 ou en séance 5. Lors de cette séance 5, interviendra aussi une interrogation de premier semestre. Cette interrogation aura pour programme le contenu des fiches de synthèse que nous aurons vues en classe en séances 2, 3 et 4. Et cet interro aura la forme très banale de 5 questions avec 4 points par question en 20 minutes en fin de séance. Ce qui donnera bien 3 notes pour le premier semestre. Brouillon et intro, c'est une seule et même copie. Plan détaillé et interro. Second semestre, même rhétorique. Corps de commentaire, c'est une première note. Composition intégrale, c'en est une deuxième. Et l'interrogation interviendra en séance numéro 9 pour le S2. De sorte à ce que je puisse vous la rendre en séance 10. De la même façon que je vous aurais rendu l'interro de S1 en séance numéro 6. Quelques précisions sur cet ensemble. Tout d'abord, en termes de coefficients, s'il y a parmi nous certains addicts de la spéculation notative, les compositions dites d'entraînement, c'est-à-dire les choses que nous voyons pour la première fois, sont grévées d'un coefficient 1. Ce qui est vrai pour brouillon et intro, plan détaillé et corps de commentaire. La première fois qu'on fait quelque chose, coef 1. En revanche, les compositions plus définitives, celles qui frappent sur des choses déjà vues, sont grévées d'un coefficient 2, ce qui concerne les deux interros et la composition intégrale. Autre chose,
Puisque vous aurez deux opportunités de me rendre chaque type de composition, vous pouvez bien sûr me rendre les deux. Dans ce cas, naturellement, je les corrige, c'est bien le moins que je puisse faire si vous donnez la peine de les composer. Mais je ne vais pas intégrer les deux à votre moyenne, car il faudrait pour cela ajouter une colonne sur mon tableur. Or, ça l'ajouterait pour tout le monde, et en plus de ça, je ne sais pas le faire. Et donc, je ne fais pas non plus la moyenne des deux, parce que ça me fatigue. Je conserve simplement la meilleure de vos deux notes pour une même composition. Tout simplement parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez été capable de faire de mieux, pas de moins bien. Mais je ne fais pas de commerce, pas de trafic entre les différents types de composition. Un deuxième brouillon et intro ne compensera pas le plan détaillé que vous n'avez pas rendu. Et précisément, j'y viens, si vous ne rendez pas l'une de ces compositions, eh bien je m'en remets là encore au tableur XL qui, dans sa grande et implacable cruauté, a déjà pris l'initiative de compléter toutes vos cases par des zéros, puisque l'absence de points est saisie nécessairement par ce chiffre capturant le néant ou l'infini, selon qu'on soit plutôt optimiste ou pessimiste. Et donc vous avez pour l'instant 0 partout, absence de points, et lorsque vous me rendrez les compositions, vous marquerez les points, et ils se logeront, ces points, dans vos cases du tableur, dans la colonne correspondante. Si vous n'en rendez pas, nécessairement, vous restez sur ce même 0. De la même façon, en ce qui concerne les copies plagiées, vous savez tous que le plagiat, ce sont 8 mots ou plus sans guillemets d'irréférence, et que c'est une pratique constitutive d'une infraction susceptible d'ouvrir à des poursuites disciplinaires. En ce qui me concerne, je ne verse pas, en TD en tout cas, en examen c'est autre chose, mais en TD, je ne donne pas cours à ces poursuites processuelles. Je m'en accommode autrement au vu de la déontologie, simplement en considérant qu'une copie comportant un plagiat, autrement dit une copie plagiée, n'est pas digne, en quelque sorte, d'être qualifiée d'universitaire. À partir de là, si ce n'est pas une copie universitaire, ce n'est pas de ma juridiction, je n'ai pas à en connaître. C'est exactement la même chose que si vous m'aviez rendu une feuille blanche ou un chou-fleur. De ce fait, je ne fais aucun signalement, je considère que ce n'est pas une copie, et je ne la note pas. Or, si je ne note pas cette composition, elle ne vous rapporte aucun point. Ce n'est donc pas un 0 à titre de sanction, ce qui induirait que l'on ouvre des poursuites, mais plutôt le 0 d'absence de points sur lequel vous restez. Dernière précision, je crois, une pondération bonus pouvant aller jusqu'à 2 points et appliquée directement sur la moyenne globale de notre matière, donc de TD, sera dévolue non seulement à votre participation orale, qu'il faut bien sûr favoriser, mais je sais que pour certains d'entre vous, l'exercice peut être plus incommode, et c'est la raison pour laquelle il faut bien trouver d'autres manières de valoriser les étudiants qui sont dans cette hypothèse. Je tiendrai compte également dans cette pondération, qui comprend donc toutes les nuances de l'arc-en-ciel, de 0,5 jusqu'à 2, je tiendrai compte de votre assiduité à produire des compositions, notamment, ainsi que de votre progression, de vos efforts tout au long de l'année. Ce n'est donc pas seulement un bonus oral, mais un bonus d'implication de manière générale, qui portera sur la moyenne tout entière. Sur cet ensemble, y a-t-il des zones d'ombre qu'il nous faudrait éclaircir? Pas de questions particulières? C'est très bien, je m'en satisfais. De ce fait, il ne me reste plus qu'à récapituler l'ensemble de ce programme pour résumer très concrètement ce que va signifier dans notre matière l'expression « faire son TD ». Faire un TD d'histoire du droit, maintenant que tout le programme est bien en vue, faire son TD, très concrètement, voici ce que ça veut dire. Aussi bien chez vous qu'ici en salle Portalis. Chez vous d'une part et en classe d'autre part. Premièrement, chez vous, il s'agit, et on l'a dit, de découvrir l'affiche en première lecture. La fois prochaine, ce sera déjà la séance 2. Il s'agira donc de découvrir les documents de la fiche numéro 2. Une lecture qui doit vous prendre aux environs d'une vingtaine de minutes.
Après quoi, on l'a vu également, il vous appartient de vous référer au cours pour procéder à des repérages. Ce qui doit vous prendre aux environs d'une demi-heure. J'ai passé 20 minutes sur les documents, j'ai relevé déjà quelques éléments substantiels. Maintenant, même chose dans le cours pour les passages qui traitent des mêmes thèmes. Troisième chose, et on entre dans le travail de fond, il s'agit de dresser une fiche de synthèse. Travail très conséquent qui doit vous prendre aux environs d'une heure. J'essaye de vous en donner les vues les plus précises pour que vous puissiez vous organiser en connaissance de cause. Cette heure est particulièrement rentable puisqu'elle vous permet non seulement de préparer votre composition en dégageant toute la matière exploitable, mais elle vous tient aussi à jour de vos révisions en vue du partiel d'histoire du droit qui aura le même fond, à défaut d'avoir la même forme, et elle vous met à jour également de vos révisions en vue de l'interrogation semestrielle. C'est donc le cœur du travail. Quatrièmement, le travail du document principal. Principal document que j'aurai indiqué comme tel en fin de séance pour la fois suivante. Je vous dirai toujours, avant que nous ne nous séparions, bons amis j'espère, le document à travailler pour la fois prochaine est le document numéro 5. Et ce travail consiste précisément dans le tableau de compréhension documentaire que je vous présente dans quelques instants. Chose qu'il faudra donc toujours établir, y compris lorsque vous ne le rendrez plus, lorsque vous ne rendrez pas le brouillon. Le brouillon sera rendu seulement au début d'année, mais il est à faire, bien sûr, en tout cas le tableau de compréhension documentaire que l'on va voir, sur le document principal lors de chaque séance, pour pouvoir participer en classe, pour surtout pouvoir comprendre ce qui se dit, parce que ça fait partie de notre programme de TD. Ça vous prendra aux environs de 3 quarts d'heure. Et si vous ne rendez rien, votre préparation personnelle s'arrête ici. Après environ 3 heures de travail. À présent, si vous décidez de rendre la composition du moment, à savoir, pour la fois prochaine notamment, le brouillon et l'intro, c'est un tronçon méthodologique d'un tiers du commentaire. Or, le commentaire, il faut être capable de le faire en examen en 3 heures. Donc, un tiers de 3 heures. Cette composition du moment, elle vous prendra nécessairement 1 heure. Autrement dit, 3 heures de boulot si vous ne rendez rien, plutôt 4 heures si vous composez. Si vous appliquez les mêmes volumes à vos 3 TD, vous obtenez entre 10 et 12 heures de travail personnel. Ajoutez à vos heures de présence, on est bien sur une semaine tout à fait classique de 35 heures. De mon côté, je vous rends toujours vos compositions d'une semaine sur l'autre, bien sûr. Je les corrige en indiquant les points dans la marge, conformément à un barème que vous saurez toujours avant de composer. Là encore, pour savoir à quoi vous en tenir. En revanche, j'ai pris la résolution de ne plus faire apparaître d'annotation à l'intérieur de vos copies. Parce que je me suis rendu compte, après avoir longtemps refusé de le voir, que les annotations, la plupart du temps, vous ne les lisez pas. Et d'ailleurs, plus il y a d'annotations, et moins vous les lisez. Parce que vous devez partir du principe, c'est un peu le théorème de la douleur, que c'est déjà suffisamment décevant d'avoir eu un mauvais résultat pour en plus ne pas s'infliger d'essayer de comprendre pourquoi. Et je vous concède que mon écriture à mi-chemin entre les hiéroglyphes et le cunéiforme n'est pas particulièrement une invitation à la lecture. De ce fait, je me contente d'entourer les endroits de votre copie qui vous ont valu des pertes de points. Mais pour que ce ne soit pas énigmatique pour autant, je vous proposerai toujours en début de séance un mémo de correction d'une dizaine de minutes qui me permettra de relever les erreurs que j'ai vues passer dans les copies, de rappeler la règle qui doit venir corriger ces erreurs et qui visiblement n'a pas été bien assimilée, et troisièmement, de vous donner de nouveaux exemples de formulation correcte. Toujours le même triptyque, ce qui ne va pas, la règle dont il faut se rappeler et ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux.
le mémo de correction qui profitera donc y compris à ceux qui n'auront pas rendu la composition en question. Deuxième chose, en classe, je vous proposerai une fiche de synthèse. Les vôtres brasseront les éléments substantiels de connaissance émergeant à la fois des documents et du cours. En ce qui me concerne, je me contenterai des éléments dans les documents, parce que je ne veux pas concéder une redite du cours. Ça nous prendra aux alentours d'une petite demi-heure. Troisième étape, en classe, nous mettrons en commun vos tableaux de compréhension documentaire. C'est donc à cette étape précisément que vous serez le plus invité à contribuer à l'oral. On mettra en commun les TCD, tableaux de compréhension documentaire, que vous aurez commis sur le document principal de la fiche. Ce qui nous prendra là encore une grosse demi-heure. Et pour finir, je vous proposerai bien sûr une correction de l'exercice rédactionnel du moment, ce qui demandera entre un quart d'heure et 20 minutes, et qui me permettra de vous dispenser au moins 2 exemples dans le cours de l'année de chacune de nos rubriques à l'intérieur du commentaire, pour que vous ayez des idées très précises, de vraies illustrations en conditions réelles de la manière dont on doit rédiger telle phrase à tel endroit. Tout cela pour une séance, vous le savez, d'1h30. Êtes-vous parfaitement au clair au vu de ces données sur le fait de faire son TD ici en histoire du droit? C'est bon pour tout le monde? Pas d'interrogation? Alors, dans ce cas, maintenant que vous connaissez parfaitement le programme, nous pouvons attaquer le travail avec le premier tronçon méthodologique, celui sur lequel vous pourrez composer durant les 2 prochaines séances, à savoir le brouillon et l'intro, qui forment bien une seule et même composition. Et le brouillon, en ce qui le concerne, se structure en 3 points, dont le premier, qui est le point essentiel, n'est autre que ce fameux tableau de compréhension documentaire. Le voici enfin, sous la forme d'une feuille au format paysage, avec, dans le coin en haut à gauche, le numéro du document, avec en en-tête sur la longueur de page son titre, et dans le coin opposé, en haut à droite, sa date de production. Numéro du doc, titre et date. Voilà pour l'en-tête de ce tableau de compréhension documentaire. Sous cette en-tête, faisant apparaître le numéro du doc, le titre et sa date, se dessine très simplement ce que l'on va appeler une présentation en croix. Une croix qu'il est très facile de faire apparaître, si on voit à peu près, avec ces 2 traits pour dessiner tout simplement 4 cases. Et dans ces 4 cases vont venir se loger les données qui constituent en quelque sorte les points cardinaux permettant de situer le texte. À savoir, au nord-ouest, la nature du document. En quelques mots, nous sommes ici au brouillon, dont on n'est pas encore en train de rédiger. En quelques mots, mais très précis, on cible sa nature, en évitant bien sûr les termes creux, comme texte, document, écrit, ce le sera toujours. Mais on essaye d'aller un peu plus loin, et on va le faire d'ailleurs dans un instant, avec le document Criton ou du devoir que vous pouviez lire pour cette séance. La nature dans la première case. La case d'à côté, le producteur du document. Ce document, très concrètement, qui l'a produit? Le producteur du document. Nature, producteur.
Dans la troisième case, si l'on veut au sud-ouest, le contexte du document. Ce document, quel est son contexte? Historiquement, où se situe-t-il? Et dans la quatrième case, enfin, quel est son thème? De quoi le document traite-t-il? Quel sujet va-t-il aborder? Voilà pour ce qui est de cette présentation en croix sur laquelle s'ouvre l'analyse linéaire du texte. Et précisément, maintenant qu'on a placé le mécanisme, faisons-le fonctionner sur le document Criton ou du devoir. Qui pour me rappeler quelle était la nature de ce document? À faire apparaître donc dans la toute première case. Criton ou du devoir, un indice chez vous à l'écran. Criton ou du devoir, quelle était sa nature? Je vous écoute. Oui. Un dialogue. Un dialogue, tout à fait, il est important de le noter. Mais il va falloir préciser un tout petit peu, parce qu'un dialogue, ça pourrait être du théâtre, ça pourrait être la scène d'ouverture de l'avare. Là, c'est un dialogue d'un type particulier. Est-ce que quelqu'un l'a? Je suis sûr que oui. Quel est ce dialogue? Quelle est la nature précise de ce dialogue? Ce n'est pas un dialogue humoristique, a priori, ce n'est pas un sketch. Ainsi donc, quel genre de dialogue? Oui, tout à fait, un dialogue philosophique. Ça, c'est suffisamment précis, ça nous va très bien, on prend. Nature, un dialogue philosophique. À présent, ce texte, quel est son producteur? Qui l'a commis? Oui? Platon, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus pour ceux qui ne le connaîtraient pas personnellement? Platon, tout à fait, un philosophe. Absolument, il était le disciple de Socrate et il nous retransmet en quelque sorte, il nous rapporte ses enseignements. Donc le producteur n'est autre que Platon, philosophe, qui transmet les enseignements de Socrate. Troisième case, le contexte. Quel est le contexte de ce document? Oui. Avant le jugement de Socrate, Socrate est condamné à mort. Alors, je ne vais pas vous demander de résumer le document, mais simplement de situer son contexte historique, c'est-à-dire sa période. Oui. On est en Grèce antique. Dans l'Antiquité grecque, tout à fait. Et on peut peut-être préciser chronologiquement. Pardon? Le 4e siècle. Le 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est très bien. Donc, l'Antiquité grecque, la Grèce antique, au 4e avant Jésus-Christ. On peut préciser l'ère démocratique. En Grèce antique, au 4e siècle avant Jésus-Christ, sous l'ère démocratique. Et enfin, le thème de ce document. Ce document, quel est son thème? Oui. L'importance du respect des lois et des jugements rendus par l'État. Alors ici, l'importance n'a pas forcément à être soulignée, peu importe. Le respect des lois, c'est très bien. On évite toujours les termes un peu creux qui ne disent rien par eux-mêmes, mais le respect dû aux lois, c'est parfait. On pouvait également le dire autrement, l'autorité légitime du droit. Le respect dû aux lois, ça nous va parfaitement. Voilà pour cette présentation en croix qui nous sera bien utile plus tard, vous le verrez, et qui nous permet à ce stade d'avoir scrupuleusement situé le texte. Ici commence l'analyse linéaire proprement dite à travers ce tableau. Tableau en 3 colonnes dont la première est très restreinte et les deux autres de tailles égales.
Dans la première colonne vont apparaître les séquences du texte. Nous procédons ici à ce qu'on appelle l'analyse linéaire. Donc on va suivre le document ligne après ligne. On suit dans l'ordre. Et précisément, les lignes, on les fait apparaître ici, pour ne pas perdre de vue le déroulement du document. À côté, beaucoup plus intéressant, les reformulations du texte. Dans les quelques lignes que je viens de cibler, que dit le document? Et je le reformule avec mes propres termes, mais de manière plus ramassée, plus concise. Voici ce que dit le document dans ces lignes. Et dans la colonne d'à côté, un parallèle avec nos connaissances. C'est dans cette troisième colonne que doivent apparaître les éléments substantiels de connaissance. Les faits historiques, les normes, les auteurs, les concepts et les personnages. Et cette troisième colonne peut également accueillir d'éventuelles critiques personnelles sur le texte, sur le sens de sa démonstration. Séquence, reformulation, connaissance. Même chose, à présent que la machine méthodologique est placée, faisons la tournée avec les deux premières séquences de ce texte, Criton ou du devoir. Alors, en ce qui concerne la colonne des séquences, il n'y a pas de règle arithmétique. On ne procède pas ligne par ligne, ou phrase par phrase, ou paragraphe par paragraphe. On procède tout simplement idée par idée. C'est-à-dire qu'on cible une idée de l'auteur, et quand on a fini, on passe à une ligne suivante sur notre tableau. Quelquefois, l'auteur passe 15 lignes sur une seule et même idée. Et d'autres fois, à l'inverse, dans une seule phrase, vous avez 3 idées différentes. Quoi qu'il en soit, dans le tableau, vous devrez trouver une reformulation et un parallèle avec vos connaissances et éventuellement critiques pour chaque idée. Ici, il m'a semblé, à titre personnel, que la première idée du texte tenait dans ces 13 premières lignes, c'est-à-dire la première réplique de Socrate. Pour moi, cette première réplique ne place qu'une seule idée, un seul argument d'un seul tenant. Donc j'en fais ma première ligne dans le tableau. Ligne 1 à 13. Et je vous cède la parole pour nous rappeler ce que dit concrètement Socrate dans cette première réplique. Il s'agit ici de reformuler en étant loyal au texte, aussi précis que possible, tout en restant succinct. À vous de jouer pour cette reformulation. Oui. Dans ce paragraphe, Socrate il dit qu'il a il a de l'influence, il a beaucoup d'influence et que du coup il ne peut pas se permettre d'enfreindre une loi parce que ça risque d'influencer beaucoup d'autres personnes du peuple à faire de même et du coup à discréditer. Est-ce qu'il fait vraiment l'apologie de son influence personnelle ou est-ce que c'est l'analyse que vous en faites? Parce qu'en l'occurrence, il ne parle pas tant de lui que de toute autre chose. De quoi nous parle-t-il concrètement Socrate? Oui. L'État repose sur les lois et si on détruit les lois, l'État s'écroule. Là encore, vous entrez de plein pied dans l'analyse, ce qui va nous être utile dans quelques instants, mais pour commencer, dites-moi simplement, à moi qui n'ai pas lu cette première réplique, qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oui. En fait, Socrate, il se pose des questions que l'État pourrait lui poser en cas de rencontre. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Et en fait, il essaye de voir les réponses qu'il peut donner, comment justifier en fait l'acte que la personne lui demande. Alors, vous parlez de l'État, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait l'objet auquel s'intéresse Socrate. Et surtout, précisément, quelle situation et quelle reddition de compte, beaucoup plus précisément que cela. À plat, j'ai pas lu la première réplique, je ne sais pas ce qu'elle dit.
concrètement, qu'est-ce qui a marqué dans ces 13 premières lignes? Vous pouvez bien me dire quand même, non? Oui? Socrate, il est emprisonné, enfin, il faut savoir qu'il est emprisonné parce que on lui demande de s'évader et de ne pas respecter le jugement qu'il s'apprête à comparer. La proposition d'évasion, on va le garder, effectivement, oui. Mais par rapport à cette proposition d'évasion, oui? Dans le premier paragraphe, on parle des conséquences du possible évasion. Oui, alors ça, c'est bon, on l'a. Et qu'imagine-t-il Socrate dans ces 13 lignes? Très concrètement, hein. Non, on ne voit pas marqué destruction de l'État dans ces 13 lignes. Alors, de la manière la plus plate et simple qui soit, oui? S'il se fait prendre, qu'est-ce qu'il va répondre? Oui, et qu'est-ce qu'il va répondre à qui? Aux autorités. Aux autorités, c'est pas ce qui est dans le texte. Oui? Est-ce qu'il va répondre aux lois si on vient de lui demander pourquoi il s'évade? Tout à fait. Socrate, ici, imagine que les lois personnifiées, c'est un songe, hein, c'est une allégorie en quelque sorte. Il imagine que les lois personnifiées viennent lui demander des comptes sur l'évasion que lui propose son disciple. Voilà très concrètement ce qui se passe dans ces 13 premières lignes. Il imagine, il postule de manière allégorique que les lois qu'il personnifie dans son songe, dans son esprit, viendraient lui demander raison d'une éventuelle évasion. Voilà pour la reformulation, en collant véritablement au texte, avec des termes simples, en une phrase, ce que lui a écrit en 13 lignes. Là-dessus, au rayon des connaissances, je ne vais pas vous prendre en traître, vous n'aviez pas commis de fiche de synthèse là-dessus pour faire émerger des ESC, donc je vous propose tout simplement un fait historique que pourrait être la nomophilie des Grecs. Nomophilie, nomos la norme, philae l'amour, l'amour de la norme, dans le langage courant le culte de la loi. Les Grecs sont une population nomophile dans l'Antiquité et particulièrement à l'ère démocratique. C'est-à-dire qu'ils vouent un certain culte à la loi. Ils sont nomophiles. Et ça, c'est un fait de société. Un fait de société situé dans l'histoire. Autrement dit, un fait historique. Séquence suivante. À mon sens, la deuxième idée tient à la deuxième réplique, de la ligne 15 à la ligne 25. Et là encore, je vous laisse reformuler cette réplique numéro 2. Allons-y pour la réplique numéro 2, de la 15e à la 25e ligne. Qui se lance? Oui, je vous en prie. Je pense qu'il dit clairement qu'il doit la vie aux lois. Enfin, c'est les lois qui vont donner. Et pourquoi? Pourquoi doit-il la vie aux lois dans son esprit? Parce qu'ils l'ont créé. Parce que les lois l'ont créé. Sous quel prétexte? Pour quelle raison l'ont-elles créé? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit que les lois l'ont créé? C'est surprenant, a priori. Il dit que les lois l'ont créé, l'ont fait naître, qu'il doit sa naissance aux lois. A priori, ce n'est pas ce que vous auriez dit si on vous interrogeait dans la rue. À qui devez-vous votre naissance? Aux lois. C'est relativement surprenant comme réponse. Et pourquoi le dit-il? Oui? Tout à fait. Il considère au motif que les lois encadrent le mariage et encadrent l'instruction, chaque individu doit aux lois d'être né et d'avoir été instruit. Donc en fait, chaque individu leur doit ce qu'il est, tout simplement, pour faire court. Ce qui enjoint à les respecter, ces lois, comme on respecte un père ou comme on respecte une mère. Au motif que les lois encadrent le mariage et l'instruction, le fait d'être né
et d'avoir bénéficié d'une éducation leur est dû directement, leur est dû en propre, à elles, ces lois. Et là encore, je vous propose un contenu pour la troisième colonne qui prendra en l'occurrence la forme d'une critique pour dénoncer dans l'esprit de Socrate, qui est un philosophe et non pas un juriste, une certaine confusion entre deux notions que sont d'une part l'encadrement, ce qui relève du droit, des iure, et d'autre part l'action, ce qui relève du fait, de facto. Le droit n'est pas le fait. On ne peut pas confondre les deux. Les lois ont beau encadrer le mariage, elles ne font pas l'union des êtres dont découle la procréation. J'en veux pour preuve que les sociétés préhistoriques ne connaissaient pas encore la norme, donc elles n'avaient pas d'institution maritale et pourtant elles procréaient. Nous en sommes les résultats indirects. De la même façon, les animaux ne se marient pas et pourtant ils croissent et se démultiplient. Encadrement de iure, action de facto. Le droit le fait. Et pareillement, si vos parents vous éduquent, ce n'est pas seulement parce qu'une poignée d'articles dans le Code civil les y oblige. Bien sûr que la loi fixe certains cadres. Pour autant, si les parents éduquent leurs enfants, c'est avant tout en vertu de sentiments moraux à leurs égards. Et l'éducation s'est développée bien avant l'existence du droit, et elle se constate aussi sous certaines formes dans le monde animal. Donc il ne faut jamais confondre le droit d'une part et le fait d'autre part. Ce qui peut ici prêter le flanc à une critique. Et ainsi de suite se poursuit le tableau de compréhension documentaire jusqu'à la dernière ligne du document, mais en ce qui nous concerne, nous en resterons là pour passer plus rapidement à l'étape suivante du brouillon, la deuxième étape, à savoir la rédaction d'une portée. À l'issue du TCD, qui vous aura demandé plusieurs pages, que vous aurez agrafées avant de me les rendre, à l'issue du TCD, il faudra rédiger une portée. Alors, précisément, qu'est-ce que la portée ? Eh bien, la portée répond en quelque sorte à la question, et il y a 1000 manières différentes de la formuler, la question de savoir que nous apporte ce document. Ce document, qu'est-ce qu'il nous apporte ? Que doit-on en retenir ? Et surtout, que va-t-on pouvoir en dire ? Que va-t-on pouvoir dire de ce document ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Telle est la vocation de la portée qu'il nous faut rédiger en 3 phrases au maximum. Et je dis bien rédiger, ce qui est relativement paradoxal à l'intérieur d'un brouillon. En général, au brouillon, on s'exprime sous forme de notes parce qu'on écrit seulement pour soi. Seulement ici, il s'agit de se confronter pleinement au texte et d'être franc avec soi-même en se disant « Ce document sur lequel je travaille depuis maintenant près de 3/4 d'heure, dont j'ai fouillé toute l'analyse linéaire en reformulant et en convoquant mes connaissances, dont je commence à le connaître par cœur, ce document, très concrètement, qu'est-ce que j'en pense ? Et qu'est-ce que je vais pouvoir en dire ? Et ici, on dégage ce qui sera le sens de notre démonstration. C'est pourquoi il faut rédiger la portée pour de vrai, en quelque sorte. Comme si on rédigeait déjà dans la composition, pour vérifier que ça tient debout, pour vérifier que c'est crédible. Alors, je vous en donne une illustration que je ne vous dicte pas, mais simplement je vous la fais entendre afin que vous ayez une idée précise du format que vous devrez possiblement rédiger une première fois la semaine prochaine. Portée en 3 phrases, dont voici la première. En personnifiant les lois dans son argumentaire, Socrate, rapporté par Platon, exprime toute la révérence que le peuple grec voue aux normes. Ici, je repars simplement
du texte. Socrate, que nous rapporte Platon, est en train de personnifier les lois, ce qui résulte d'un réflexe nomophile. Je m'inspire nécessairement de ce que j'ai trouvé dans ma 3e colonne. À présent que j'ai pris appui sur le texte, je vais pouvoir prendre un pas de recul et formuler un point de vue un tantinet plus personnel. Cette déférence pousse même le philosophe, ce qui est une façon de souligner qu'il n'est pas juriste, à exagérer, semble-t-il, précaution d'usage, le semble-t-il, pour introduire un point de vue perso, semble-t-il, le rôle des lois. Il exagère le rôle des lois, en les tenant pour responsables, pour actrices de ce qu'elles ne font en réalité qu'encadrer. Il confond les deux. J'ai trouvé ça dans ma 3e colonne, donc je m'en sers, je le mets au cœur de ma portée, parce que ce sera mon fil rouge dans la démonstration. 3e phrase, pour aller un peu plus loin et pour relier ça au contexte général et à toutes les connaissances historiques que l'on peut avoir à ce sujet, une 3e phrase dans laquelle vous sentirez déjà affleurer le balancement entre ce que pourraient être 2 grandes parties dans un commentaire. Ce respect scrupuleux de la norme, je repars du thème, se conçoit cependant fort bien dans la doctrine grecque. Si l'on considère d'une part le processus démocratique par lequel elle est édictée, cette norme, c'est-à-dire que les Grecs respectent la norme parce qu'ils la choisissent eux-mêmes. On est à l'ère démocratique et il est normal de respecter ce que l'on a soi-même choisi. Ça pourrait tout à fait faire un grand 1. Et d'autre part, si l'on considère la commodité à quitter une cité pour une autre, qui fait apparaître l'adhésion proactive de chaque sujet de droit au système juridique de la localité dans laquelle il réside. Si je ne suis pas content du système qui s'applique sur moi dans cette île, en quelques coups de rame, je passe sur l'archipel d'à côté et je me soumets à d'autres normes. Ce qui fait que si je fais le choix de rester ici, c'est une adhésion proactive de ma part à ce système juridique en particulier. Donc là encore, il est normal que je respecte ce que j'ai choisi en décidant de rester. Et ce pourrait être tout à fait le support d'une 2e grande partie. Voilà pour ce format à appliquer au stade de la portée. 3e point, pour achever le brouillon, il s'agit de la détermination du type de plan. Et en matière de type de plan, il faut bien parler de détermination et non pas de choix. Tout simplement parce qu'on ne choisit jamais le type de plan. Le type de plan, on ne le choisit pas, ce serait trop simple, il s'impose à nous. C'est le texte qui nous dicte de lui-même le type de plan adéquat. Il nous appartient seulement de le reconnaître, de savoir l'identifier, ce type de plan. Et je me dois de vous préciser à ce stade qu'il est très difficile de dépasser la moyenne lorsque l'on ne retient pas le bon type de plan. Il y en a 2 en première année, il y a moult variantes que vous verrez par la suite, mais on va s'en tenir aux 2 principaux dont découlent tous les autres. Et si vous optez pour le mauvais type de plan, a priori, 11 ou 12 devient un plafond relativement indépassable, même si tout le reste est à peu près parfait. Raison pour laquelle il est décisif de ne pas se tromper dans la reconnaissance du type de plan. Heureusement, pour ça, nous bénéficions d'une technique très claire et très simple d'utilisation, vous allez le voir. Il s'agit de se poser la question suivante. Rencontre-t-on à plusieurs reprises les mêmes éléments dans différents passages du texte? Rencontre-t-on à plusieurs reprises les mêmes éléments dans différents passages du texte? Est-ce qu'à plusieurs endroits je trouve la même idée? Autrement dit, est-ce que le texte concède des redondances? Est-ce qu'il se répète? Et rien n'est plus facile que d'en avoir le cœur net en survolant simplement votre colonne des reformulations. Vous passez en revue
les reformulations que vous avez faites vous-même du texte et vous vous rendez compte tout de suite si vous avez écrit plusieurs fois la même chose. Vous allez vous rendre compte aussi bien dans la troisième colonne si la nomophilie des Grecs, vous l'avez fait apparaître pour la ligne 13, pour la ligne 24 et pour la ligne 38. Donc avec le TCD, on ne peut pas se tromper en répondant à cette question. À partir de là, lorsque la réponse à la question est non, non, je ne vois pas plusieurs fois le même élément à différents endroits. Cela signifie que le texte est relativement bien construit, il progresse sans se retourner, on dira qu'il est progressif. À ce moment-là, si le texte est rigoureusement progressif, on peut s'autoriser à le suivre, tout simplement. Et l'on va procéder à ce que l'on appelle alors un plan linéaire. Linéaire comme notre analyse linéaire. Tout simplement parce que de la même façon, on va suivre les lignes du texte. C'est-à-dire que nous aurons potentiellement un grand 1A qui traitera de la ligne 1 à la ligne 12, un grand 1B de la ligne 13 à la ligne 20, etc. dans l'ordre du texte, avec grand 1 AB, grand 2 AB. Donc là-dessus, très simple, c'est le plan que vous préférez, et d'ailleurs moi aussi. Il suffit de faire passer les césures aux bons endroits. Mais on va catégoriser le texte en suivant son ordre linéaire. C'est le plan linéaire. À présent, lorsque la réponse à cette même question, de savoir si l'on rencontre plusieurs fois le même élément à différents endroits, lorsque la réponse est oui, oui, de fait, le texte s'est répété, il s'agit d'un texte qui n'est pas progressif, il est au contraire sinueux, redondant, et précisément, on ne va pas pouvoir s'autoriser à le suivre aveuglément. Parce que si on le suit, nous aussi, on va se répéter. Et ça nous sera reproché. Si vous traitez les mêmes éléments dans votre première sous-partie et dans la troisième, on va vous dire que votre plan est mal construit. Donc ce n'est pas envisageable. Et à ce moment-là, il va falloir récupérer les éléments dispatchés, dispersés dans le texte, peu importe qu'ils soient ligne 3, ligne 28 et ligne 14, et les réunir en fonction de leur thème, dans ce que l'on appelle un plan thématique. Et le plan thématique demande au brouillon une étape un peu plus fastidieuse que l'on appelle la recomposition en 4 blocs. C'est-à-dire qu'il s'agit de dessiner 4 blocs sur son brouillon, et au sein de ces 4 blocs, nous allons regrouper les éléments qui expriment la même chose. On les regroupe par ressemblance. Peu importe que dans les lignes, ils se trouvent à des endroits tout à fait différents. Ceci a raison de 3 éléments maximum et 2 minimum par bloc. 4 blocs qui préfigurent bien sûr nos futures sous-parties. Mais on verra ça dans quelques semaines. Donc on recompose en distribuant les éléments. Alors ici, oubliez les lignes, on ne travaille pas sur du linéaire. Donc, saisissez directement les éléments substantiels, ceux-là même que vous avez fait apparaître dans la 3e colonne. Et regroupez-les en 4 blocs pour préfigurer vos 4 futures sous-parties. Voici ce que réclame au brouillon la détermination d'un plan dit thématique. À l'issue de ce brouillon, résumons-nous en rappelant tout ce qui sera attendu de votre composition de brouillon en vue des 2 séances prochaines. Tout d'abord, un tableau de compréhension documentaire intégral jusqu'à la dernière ligne du texte. Exactement comme on vient de le faire, avec l'en-tête, la présentation en croix et l'analyse linéaire qui s'ensuit. TCD qui sera noté sur 5 points. À la suite de ce tableau devra apparaître une portée rédigée
en 3 phrases maximum, qui sera notée quant à elle sur 2. Et enfin, il s'agira de faire apparaître en toutes lettres le type de plan retenu, soit plan linéaire, soit plan thématique, avec, s'il vous plaît, une phrase pour justifier cette détermination, pour m'expliquer pourquoi vous avez opté pour un plan linéaire, ou pourquoi pour un plan thématique, puisque vous connaissez l'astuce. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à dérouler au brouillon votre plan, en faisant apparaître, si vous avez opté pour un plan linéaire, les lignes pour vos 4 sous-parties. Quelles sont les lignes? Ligne 1 à 8, ligne 9 à 13, ligne 14 à 21, ligne 21 à 27. Par exemple, votre découpage linéaire. Si vous avez opté pour un plan linéaire. En revanche, si vous avez opté pour un plan thématique, à ce moment-là, dessinez vos 4 blocs et rangez vos éléments substantiels à l'intérieur. La détermination du type de plan sera notée sur 3. 5 plus 2 plus 3, note sur 10 pour cette première moitié de la composition de brouillon et intro. Et la seconde moitié va naturellement tenir à l'intro. Pas de questions sur tout ça? Alors on peut enchaîner avec l'introduction qui marque donc l'entame de l'exercice rédactionnel proprement dit et qui va vous permettre dès à présent de vous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une tartine d'une page d'écriture, mais plutôt d'un petit nombre de rubriques parfaitement ciselées qui sont en l'occurrence au nombre de 6. Et voici la première rubrique que l'on entame donc avec un alinéa à 3 carreaux de la marge. Première rubrique, celle que l'on appelle la présentation du document. Tout d'abord, la présentation du document. On sait quoi faire. Il nous faut rédiger une phrase pour présenter le document en substance à travers sa nature et son titre. Une phrase pour dire que le texte en présence est un dialogue philosophique intitulé « Criton ou du devoir ». Voilà pour cette première rubrique. On sait exactement à quoi s'en tenir. Présentation du doc, nature, titre. Aussitôt après cette phrase, retour à la ligne, nouvel alinéa, alinéa à 3 carreaux de la marge à nouveau, pour une deuxième rubrique. Cette deuxième rubrique présente cette fois-ci le producteur en une ou deux phrases. Une ou deux phrases pour présenter le producteur. Et dans toutes ces rubriques, vous allez voir apparaître les données que nous avons recensées au stade de la présentation en croix. On ne travaillait pas pour rien, on préparait notre intro. Après une ou deux phrases pour rappeler le producteur, troisième rubrique avec toujours un alinéa, 3 carreaux de la marge. Troisième rubrique pour situer le contexte. Le contexte nécessairement en 2 phrases. Pourquoi nécessairement 2 phrases pour exprimer le contexte? Tout simplement parce qu'en réalité, il y a 2 contextes. Il y a le contexte général de l'histoire événementielle, l'histoire telle que vous l'avez pratiquée au lycée, l'histoire qui appartient à la culture générale finalement, essentiellement les régimes politiques. Et il y a le contexte beaucoup plus spécifique, propre au droit. Un contexte que vous trouverez directement dans le cours. Où en est-on de l'univers juridique à cette époque?
contexte général, contexte spécifique. Quatrième rubrique, avec un maximum de 3 phrases, et on en a souvent besoin, pour partir du thème du document, ce dont il traite, et aller jusqu'à la portée, ce que vous en retenez. 3 phrases pour aller du thème à la portée. Étant bien entendu qu'en composition juridique, on ne s'implique jamais à sa rédaction. Autrement dit, on n'utilise jamais de on, de je ou de nous. On n'enrobe pas ces phrases, on va directement à l'objet. On ne fait pas de la littérature, on fait de la science. Donc directement l'objet. Ne commentez pas votre propre commentaire d'ailleurs. Ne rédigez jamais « Nous allons voir que dans un premier temps, le roi réforme ». Non, le roi réforme. Ou « Cette réforme royale », et comme ça vous avez la place d'en dire quelque chose de substantiel. Ne faites pas la narration de ce que vous êtes en train d'écrire. Tout comme un présentateur du journal télé ne vous dit jamais « Sur le prompteur qui est en face de moi, il est écrit que je dois à présent vous parler des incendies dans les Cévennes. » Non, parce que le journal se terminerait à 2h du mat'. Il attaque directement de nouveaux incendies dans les Cévennes, directement l'objet. Donc on n'enrobe pas et on ne s'implique pas. Et dans la portée que je vous ai dictée, qui comportait bien un point de vue personnel, un simple « semble-t-il » a suffi pour faire sentir que c'était mon point de vue, puisque de toute façon c'est moi qui l'exprime. Inutile de dire « d'après ce que j'en pense personnellement », ce serait beaucoup trop lourd et académiquement ce n'est pas reçu. Donc du thème jusqu'à la portée, sans s'impliquer, on ne s'implique nulle part. 5e rubrique, de loin la plus importante, toujours un alinéa 3 carreaux de la marge, la problématique. Une seule phrase, et sans nul doute la phrase la plus importante de toute votre composition. Tout simplement parce que c'est la question à laquelle votre démonstration doit répondre. Et je m'y arrête quelques instants. Cette problématique doit comporter 3 choses. Elle a 3 composantes. Tout d'abord, le rappel du texte. On pose la question sur le texte, précisément. Ce n'est pas une question en l'air, ce n'est pas une question de réflexion. On s'interroge sur le document. Un commentaire du texte. Deuxièmement, l'enjeu juridique de ce texte. Sa situation à l'échelle de l'histoire. Quel est son enjeu? Que reflète-t-il? Ça doit aussi être souligné dans la problématique. Et surtout, ce qui fera le sens de votre démonstration, c'est-à-dire votre cadrage personnel. Le cadrage personnel que vous allez faire valoir. On a cette chance inouïe en droit, et c'est une exception dans toutes les sciences humaines, de pouvoir répondre à des questions qu'on a nous-mêmes posées. Si vous racontez ça à vos homologues de sociaux, d'histoire ou de philo, ils ne vont pas en revenir et forcément vous jalousez. Si seulement ils pouvaient avoir la chance de ne répondre qu'à des questions qu'ils posent eux-mêmes. Et le paradoxe, c'est que c'est souvent vécu par les étudiants en droit comme un obstacle. Alors qu'en réalité, ça doit devenir une carte maîtresse dans votre jeu. Parce que c'est une façon de truquer le jeu en réalité. Vous êtes votre propre complice. Vous allez vous interroger sur ce que vous savez, pas sur ce que vous ne savez pas. Et pour le rendre plus parlant, je vous en donne un exemple, qui vous sera familier au sujet de la Déclaration des droits de l'homme. Si j'ai des connaissances sur les idées des Lumières, dont l'esprit est consacré par la Déclaration de 1789, je vais me poser la question là-dessus. Parce que je maîtrise bien Voltaire, je connais bien Rousseau et j'adore Montesquieu. Donc je vais vouloir recaser tout cela. Ce qui peut donner la formule suivante, ne notez pas, c'est pour vous la faire entendre. En quoi la DDHC, dans sa version de 1789, je rappelle le document, offre-t-elle une traduction normative aux idées des Lumières au terme de l'Ancien Régime? Au terme de l'Ancien Régime, c'est l'enjeu historique,
et j'ai bien interrogé les idées des Lumières, ce qui va me permettre d'apporter mon Voltaire, mon Rousseau, mon Diderot et mon Montesquieu. Je m'interroge sur ce que je connais. Si à l'inverse, je ne suis pas à jour sur les philosophes des Lumières, mais que j'ai plutôt des connaissances sur la séquence versaillaise sur laquelle s'ouvre la Révolution, et sur Mirabeau, sur Robespierre, sur Hérault de Séchelles et les autres. Dans ces cas-là, je m'interroge en ce sens. Ce qui peut donner cela, en quoi la DDHC, dans sa version de 1789, toujours le même document, marque-t-elle la victoire d'une élite bourgeoise au seuil de la Révolution? Au seuil de la Révolution, c'est l'enjeu historique, en cohérence avec mon cadrage, et le cadrage personnel, la victoire d'une élite bourgeoise. Et pour expliquer la victoire de cette élite bourgeoise, je ne vais pas aller parler de Voltaire et de Rousseau, qui n'étaient pas à Versailles. Je vais parler de Mirabeau, de Robespierre, de Hérault de Séchelles, ce sur quoi j'ai mes connaissances. La problématique permet de mettre en perspective le document avec vos connaissances personnelles. Et le correcteur est tenu de vous évaluer par rapport à cette question. Sur le plan rédactionnel, elle peut se rédiger précisément sous la forme d'une question, comme je le ferai toujours. Dans ces cas-là, n'oubliez jamais l'inversion sujet-verbe. En quoi conclut-elle et non pas en quoi elle conclut. Syntaxiquement, ça ne se tient pas. Elle peut aussi se rédiger sous la forme d'une phrase déclarative. Aussi convient-il de se demander en quoi, etc. Je n'y suis pas particulièrement favorable parce que je trouve que ça alourdit un peu une phrase déjà dense, mais académiquement, c'est tout à fait admis. Donc si vous le faites, naturellement, vous ne serez pas pénalisé. Pour autant, ne commettez pas l'incohérence de finir par un point d'interrogation dans ces cas-là. Si c'est une phrase déclarative, terminez-la par un point. La dernière rubrique, beaucoup plus simplement, je change de couleur mais c'est involontaire. 3 carreaux de la marge, un 6e alinéa, pour procéder à l'annonce de plan. Annonce de plan en une phrase. Cette annonce de plan est une phrase déclarative. Oui. Oui, bien sûr, je vous en prie. Une phrase très simple qui va simplement annoncer le balancement entre les deux idées sans s'impliquer. C'est à ce niveau-là qu'on a des risques de rechute avec des nous allons voir et autres. Sans s'impliquer, on énonce les deux objets de ces grandes parties. Avec, entre parenthèses, grand 1 après la première idée, virgule, et entre parenthèses, grand 2 après la deuxième idée, point. Je vous en fais entendre, là encore, une illustration sur le même sujet. Le processus de production de la DDHC marque d'une part un tournant politique en faveur de l'élite bourgeoise. Entre parenthèses, grand 1, je ferme la parenthèse, virgule. Et la phrase continue. Quand son contenu normatif se révèle d'autre part tout aussi favorable à l'essor économique et social de cette même frange de la population. Entre parenthèses, grand 2, point. Ceci, etc., etc., entre parenthèses, grand 1, virgule, cela, etc., etc., entre parenthèses, grand 2, point. Voici pour l'annonce de plan. En termes de barème, 1 point pour les 2 premières rubriques, 2 points pour chacune des suivantes. Et 3 rappels avant de nous séparer. Tout d'abord, le message blanc que vous devez m'envoyer dès aujourd'hui, sinon vous l'oublierez. Ensuite, le fait de venir vous inscrire sur mes listes pour les étudiants que je n'aurais pas appelés en début d'heure. Et troisièmement, pour tout le monde, en vue de la fois prochaine, le document principal à travailler, sur lequel vous pouvez commettre votre première copie de brouillon et introduction, sera le document numéro 1 de la fiche numéro 2, donc fiche numéro 2, doc 1, les instituts de Gaius. Les instituts de Gaius, le doc 1 de la fiche numéro 2. Merci beaucoup, bonne semaine.